Mercredi 8 avril 2020. Sur le vif, le balado du Crémis. Épisode 1. Échange spontané en contexte de crise sociale et sanitaire avec Martin Dussault, travailleur social et entraîneur, coordonnateur du programme Bien dans mes baskets et praticien-chercheur au Crémis, CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. En 1999, Martin Dussault arrive comme travailleur social scolaire à l'école secondaire Jeanne-Mance à Montréal. Passionné de basketball, celui-ci développe le programme Bien dans mes baskets en utilisant le sport d'équipe comme outil d'intervention psychosociale. Il est convaincu de la nécessité de développer l'école comme milieu de vie où les adolescentes et adolescents s'y engageraient, tant dans l'académique que dans l'après-scolaire. Depuis plus de 20 ans, la grande famille de Bien dans mes baskets poursuit, consolide et développe ses activités. Bien dans mes baskets est très axé sur le groupe, sur les liens, sur le côté équipe. Est-ce qu'ils réussissent les jeunes à maintenir des liens entre eux dans le contexte actuel? Le premier lien le plus important qui était pour nous à préserver, c'est celui entre le jeune et son entraîneur, parce qu'on sait que les entraîneurs sont souvent la personne avec laquelle nos adolescents sont les plus proches et ont le plus confiance. On a relancé vite nos entraîneurs qui sont nos sentinelles, finalement. Donc, on a créé un groupe avec eux pour qu'eux puissent intervenir directement avec leurs jeunes. Certains entraîneurs ont décidé de garder des liens plus spécifiques ou de créer des actions pour garder l'équipe en action. On a même un entraîneur là, qui a choisi de faire une fois par semaine un entraînement physique avec les jeunes via le médium de Zoom. Donc, il rassemble toute son équipe, puis il se mobilise autour d'activités physiques qui sont animées par lui. L'objectif est surtout de garder tous ces jeunes-là en lien. Ce qu'on souhaite, c'est que s'il se passe quelque chose, on soit là. On veut garder le filet de sécurité qui est là tout au long de l'année avec eux et on veut faire en sorte qu'ils puissent continuer à communiquer. Donc, certains groupes sont passés entre eux via Instagram, d'autres sont passés par Messenger, mais la majorité ont un groupe via un média social qu'ils se sont créés eux-mêmes à partir de leur entraîneur. Comment ça se structure, ce quotidien-là? Comment on fait finalement pour coordonner un programme comme Bien dans mes baskets dans un contexte de télétravail? Je pense que la première question qu'on s'est posée vraiment rapidement puis qui nous a permis de nous adapter, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin nos jeunes à ces temps-ci? Parce que nous, on travaille avec les individus, les familles, les groupes, mais on travaille aussi avec la communauté puis certaines institutions. Donc, on s'est posé vraiment rapidement cette question-là, puis ça nous a aidé à voir comment on va répondre de la maison, parce qu'on a la limite, on en est conscient. On se dit à peu près au-dessus de 130 jeunes qu'on touche directement. Les familles qui ont des besoins plus particuliers, eux autres, qui ont été contactés directement, puis il y a un échange qui est fait très, très, très régulièrement. C'est sûr que là, travailler à distance, ça amène une façon de faire un peu différente, mais ça va très bien. Donc, finalement, la capacité à maintenir des liens avec les jeunes et les familles est pas trop altérée dans le contexte actuel. C'est ce que j'entends. Non, je dirais présentement non. C'est sûr que si on voulait y aller avec un idéal, le fait de passer par un médium où on pourrait se voir sur un ordinateur avec certaines familles et certains individus, ça serait aidant. On essaie de centrer plus nos interventions un peu plus spécifiques vers le téléphone. Ça nous fait revenir à quelque chose qu'on faisait avant puis qu'on avait, je pense, perdu un peu dans les dernières années, mais qui a quand même une efficacité importante là. Est-ce que vous observez des enjeux au niveau de la santé physique ou la santé mentale des jeunes ou de leurs proches? À plus long terme, oui, on a une préoccupation, entre autres, au niveau de la santé mentale. Comment les gens vont arriver à gérer cette anxiété-là qui va s'en aller, je crois, dans les prochaines semaines en grandissant. Pour notre clientèle à nous, entre autres la clientèle féminine, ce qu'on met en place durant l'année avec le basketball, c'est fait pour les rassembler, pour être avec eux, parce que on sait qu'ils ont besoin de ce moment-là entre eux pour être capables de faire sortir ces différentes pulsions-là. Les garçons le font directement par le sport, mais les filles ont besoin de cette communication avec les autres et les autres filles pour être capables de continuer à avancer puis d'être bien dans leur peau. Là, présentement, ces moments-là sont rompus. Donc, comment nous, comme intervenants, nous pouvons continuer finalement à permettre cette communication entre elles. Ça va être des bonnes pistes d'action pour les prochaines semaines pour éviter de tomber justement dans des problématiques de santé mentale un peu plus importantes.
c'est que certains jeunes, entre autres les plus vieux, ont comme modifié leur horaire de vie, ce qui peut être plus ou moins sain, là, dans le sens que beaucoup, présentement, vivent de nuit, discutent de nuit, jouent de nuit, puis de jour, veulent pas nécessairement être avec le reste de la famille, donc dorment. Fait que notre rôle là-dedans, ça a été de réfléchir comment on va les amener à avoir un horaire un peu plus régulière, puis comment on va surtout les sensibiliser, les convaincre d'arriver à ça, parce qu'on n'est pas avec eux, on peut pas mettre le cadre pour eux ni pour les parents. Pour ce qui est des familles, les premières semaines, on a senti que l'impact était pas si grand. C'était comme si ça l'amenait un genre de soulagement, parce qu'on a beaucoup de familles dont les jeunes ont des grosses difficultés à l'école. Donc, c'est sûr que là, de se retrouver à pas avoir d'école, ça l'enlève un stress certain pour ces familles-là, du moins pour les premières semaines. Par contre, là, ce qu'on s'est rendu compte dans la dernière semaine, c'est que là, on se rend compte que ça va être un petit peu plus long. Il y a peut-être des choses qui vont être différentes. Mon garçon ou ma fille, elle a des difficultés à l'école. Là, elle veut pas faire d'école. Qu'est-ce qui va se passer? Les profs m'appellent pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'ils vont passer en secondaire 4 l'année prochaine s'ils sont en secondaire 3? Donc là, il commence à y avoir une zone d'anxiété qui est un petit peu plus grande, qui n'est pas nécessairement reliée à toute la question santé du COVID ou à toute la question financière comme on entend partout. Mais c'est une anxiété je pense, qui est reliée à la question familiale. Donc, comment on vit à l'intérieur de notre famille, toute la relation à les parents, leur relation au travail et les jeunes, leur relation à ce qui est leur travail à l'adolescence. En soi, c'est l'école. Donc, ça, présentement, là, c'est des zones de stress importantes. C'est sûr que pour les adolescents, au début, tu es bien content de dormir, puis là, ils commencent à trouver ça long. Notre job à nous, je pense, c'est de les alimenter puis de leur donner un peu plus de contenu pour qu'ils puissent se mobiliser au courant de la journée. Est-ce qu'il a fallu que vous mobilisiez, utiliser des stratégies pour engager les jeunes, pour qu'ils soient finalement on board, en bon français, là, avec les directives de santé publique? C'est sûr que les adolescents restent des adolescents, puis dès le départ, au niveau de la crise, cette clientèle-là a été ciblée comme peut-être écoutant un petit peu moins les consignes. Puis il y avait eu une demande, là, entre autres, au niveau du gouvernement pour mobiliser les influenceurs. On a décidé d'aller chercher un joueur professionnel des Toronto Raptors pour qu'il puisse faire un message direct et à nos jeunes. Puis après ça, on l'a partagé dans les autres milieux. Il a été repartagé beaucoup pour être capable finalement de sensibiliser les adolescents qui dans ce cas-là trippent basket, puis que là, ils vont commencer à faire beau, puis qu'ils vont se retrouver ces terrains de basket extérieurs dans des milieux où le risque de contamination est peut-être important. Là. Comment est-ce que vous voyez la suite, prochains jours, prochaines semaines, le retour, un jour à la normale? Ce qu'on veut absolument, c'est être vraiment groundé sur leurs besoins qui vont se présenter à ce moment-là, puis d'être capable de réagir rapidement puis s'adapter aux différentes situations. Fait que ça, à court terme, c'est quelque chose qui est important. Si on y va un petit peu plus à long terme, c'est sûr qu'il va falloir rester alerte à tout ce que la crise va avoir développé. Donc, est-ce que certains de nos jeunes vont avoir développé des difficultés? Est-ce que ça va avoir créé des traumatismes selon comment eux autres ils l'ont vécu à l'intérieur de leur famille, mais même à l'intérieur de leur famille élargie? On a beaucoup de jeunes qui proviennent de l'immigration, donc c'est des questions à se poser. Il y en a qui ont des familles dans d'autres pays qui vivent la crise de façon très, très, très importante avec pas mal moins de contrôle. Rester attentif aussi à toutes les différentes inégalités. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les jeunes qui n'avaient pas nécessairement de difficultés puis qui avaient du support à la maison, probablement que pour eux, ils ont continué à travailler, puis ont continué à apprendre, puis que se stimuler intellectuellement, c'est pas si compliqué que ça. Pour ceux qui ont des grosses difficultés, puis qui ont besoin d'un support à côté, puis là, ils n'ont pas, c'est sûr qu'eux vont prendre assurément quelques pas de recul. Donc, c'est ça qu'il va falloir pour nous, rester attentifs à ça, voir comment on peut les aider, comment on peut tenter de récupérer ça avec ces jeunes-là. Dans un autre aspect, je pense que si on peut rester positif, c'est que c'est sûr que quand on a des familles avec des grosses difficultés, certains, au fil de la vie, ont développé de la résilience. Donc ça, on le sait pas, on va le voir au fil du temps, mais probablement qu'on va être content de voir comment certaines familles s'en sortent parce que justement, ils avaient appris à gérer cette anxiété-là qu'ils ont d'un fois au quotidien parce que
pas avoir de nourriture, ben c'est à chaque mois que c'est ça. C'est pas comme dans cet événement-là du COVID-19 là. Pour clore, Martin, est-ce que vous avez des pistes de lecture, des films, des hobbies, en fait, quelque chose à nous partager pour se tenir en forme, un peu plus ancré dans le contexte actuel? Moi, j'ai utilisé un site internet qui s'appelle Fitness Blender. Il y a au-dessus de 600-700 films, puis ça va répondre rapidement à tes besoins selon le temps que tu veux investir, selon l'énergie que tu veux mettre, selon le type d'activité que tu veux. Fait que je trouve ça super intéressant. Et si tu me parles de lecture, il y a 2 livres que je me suis dit que j'allais lire. Je crois sincèrement que cet événement-là va nous amener à développer les choses de façon différente, à voir les choses de façon différente, puis il va se créer au fil des mois, je pense, des opportunités pour les intervenants d'agir. Le premier, The Energy Boss, donc c'est John Gordon, c'est un livre sur le leadership, comment finalement prendre positivement ce qui se passe dans la vie. Et le deuxième, ça s'appelle Coach to Coach. C'est un livre sur le leadership pour être capable de changer, pas juste la vie des gens, changer sa vie pour être capable de mieux créer les changements qu'on veut avoir dans notre société.